à l'heure où le vent du protectionnisme souffle fort sur notre planète, la majorité d'entre nous a choisi de passer plusieurs heures d'avion pour venir partager des connaissances et des expériences sur l'intégration à l'international. Alors je vous dis, Tumpulas, Tumpuvavi, Tungasu et Tomnai. Monsieur le professeur de consolidation, on va vous remettre le kit de conférence. Il est notre professeur de consolidation et nous en sommes fiers. Ça. Cette année, on vous emmène à Madagascar et on espère que vous passez un très agréable séjour dans ce magnifique pays. On vous souhaite, au nom de l'équipe d'Atlas AFMI, une excellente conférence et bien sûr un très bon séjour à Madagascar. Le thème, c'est celui de la notion d'intégration, regard croisé. Bien, bonjour. Manao Awana, Salama. Je voudrais évidemment, avant de commencer, remercier les organisateurs qui ont déjà été mentionnés pour participer évidemment à cette table ronde et aux collègues malgaches qui nous accueillent avec autant de gentillesse. On savait que je connaissais les étudiants malgaches, mais je n'étais jamais venu à Madagascar et maintenant je suis ici. Je dois dire que je suis vraiment heureux de découvrir cette grande île et ce peuple formidable que l'on rencontre dans ces paysages qui sont magnifiques. Alors, je suis le sage, mais comme vous le savez, la sagesse, c'est quelque chose qui, en définitive, ne s'acquiert. On ne sait pas d'ailleurs, peut-être on ne l'aura jamais d'ailleurs, on l'atteindra jamais. Donc c'est vrai qu'on le sait qu'en vieillissant, a priori on est plus sage, mais en fait c'est pas forcément vrai. Et personnellement, je suis un sage peut-être pour certaines choses, mais je pense qu'il faut aussi sortir des sentiers battus, étant universitaire, et que en fait l'innovation, la créativité passe par en fait les différences et les écarts, les parcours un peu dans des sentiers qui ne sont pas des fois parcourus par les autres. Donc je crois que je suis pour l'exploration d'une certaine façon. Alors je remercie Bruno pour ces bons mots. Je dirige, c'est vrai, une chaire à Dauphine depuis maintenant 2008, donc ça fait 9 ans, qui s'intitule « Management, diversité et cohésion sociale ». Donc vous voyez bien qu'on est en plein dans le thème. Donc moi, je vais être le sage, mais je vais parler à partir de ce qui est ma discipline, enfin de fondamental, la sociologie et l'anthropologie, qui sont les deux disciplines qui sont dans ma formation, même si j'ai du management, mais je reviendrai pour aboutir après sur le management. Et donc je voudrais revenir sur cette question de l'intégration, qui est une question centrale dans nos disciplines sociologiques et anthropologiques. Donc je voudrais revenir sur qu'est-ce que c'est que l'intégration, vous voyez, pour nous, d'une certaine façon, depuis que la sociologie existe. Bien sûr, l'école française, Durkheim, Mauss, mais l'école allemande, Weber et bien d'autres. Donc je vais revenir là-dessus. Alors si on prend, on peut partir bien sûr, quand on prend le terme intégration, on peut partir du dictionnaire Larousse, mais évidemment. Mais c'est toujours intéressant, parce que le dictionnaire rapporte en fait la définition qui est communément acceptée du mot en question. Alors on nous dit action d'intégrer, fait pour quelqu'un, un groupe, de s'intégrer à ou dans quelque chose. Donc on voit bien que déjà,
on est dans une action qui est de s'intégrer à quelque chose et dans un système. Alors en sociologie, évidemment, la question centrale de la sociologie, elle est là. C'est-à-dire, comment fait-on société? C'est-à-dire, comment des gens différents, vous voyez, qui ont des professions différentes, qui ont des statuts différents, qui ont des sexes différents, etc., vont faire société à un moment donné. Et c'est l'énigme, en fait. En définitive, qu'est-ce qui va faire que le collectif tient? Et donc, c'était la grande question de Durkheim. Pourquoi il se posait cette question-là? Bien sûr, il se posait la question à la fin du 19e, début du 20e siècle, parce que on était dans une grande transformation. C'est-à-dire on passait d'une société traditionnelle, vous voyez, rurale, etc., à une grande société industrielle. Et la grande question de Durkheim, c'était quelle solidarité va émerger de cette nouvelle société. Et vous voyez qu'on est complètement là-dedans, mais dans un monde, bien sûr, au passage du 21e siècle aujourd'hui. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est de se dire, bon, un groupe social se dit intégré dans la mesure où ses membres, ça c'est bien sûr la sociologie fondamentale qui le dit, possèdent une conscience commune, partageant les mêmes sentiments, les mêmes croyances et les mêmes pratiques, sont en interaction les uns avec les autres et élaborent des règles communes et se sentent voués à des buts communs. Donc vous voyez bien que ces trois éléments sont absolument fondamentaux pour fonder, pour ce qu'on dit, un groupe, un collectif. Alors, pour Max Weber, il existe deux logiques à l'intégration, dans le processus d'intégration. Une logique qu'il appelle communautaire, et là, la logique de la communauté, c'est quoi? C'est un sentiment vécu d'appartenance à un groupe pour des raisons traditionnelles, affectives ou émotionnelles. Bon, on va prendre la famille, mais ça peut exister dans des groupes, évidemment, de camarades, des communautés nationales, évidemment. La deuxième logique, c'est une logique de société. Et là, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve un petit peu la modernité, d'une certaine façon. Le lien est alors contractuel. Il relie les hommes pour des raisons d'intérêt. Et donc là, c'est l'échange rationnel sur le marché, l'association à but déterminé établie par libre accord des associés en vue d'obtenir, par une activité précise, un résultat. Donc vous voyez bien que ces deux logiques, en fait, ces deux logiques ne sont pas forcément séparées. Elles sont différentes, mais dans la réalité, qu'est-ce qu'on observe? On peut partir d'un lien rationnel et développer des sentiments. C'est-à-dire que, et puis, on peut partir, et l'inverse est également vrai. Et ça revient à l'idée fondamentale de Montesquieu, qui, au XVIIIe siècle, vous savez, ce grand théoricien du politique, avait réfléchi sur le commerce. Et il rappelait que le commerce, en français, c'est un fait, a deux acceptions. Il y a l'échange marchand, comme vous le savez, bon, c'est ça le commerce, mais c'est le lien social. Quand les gens utilisaient le mot commerce au XVIIIe siècle, ils disaient « cette personne est d'un bon commerce ». Qu'est-ce que ça voulait dire d'un bon commerce? C'est parce que on a envie, il y a de l'affect, il y a un sentiment vis-à-vis de cette personne. C'est le lien social. Donc vous voyez bien que dans la notion, le beau mot de commerce en français, il y a les deux éléments. Il y a l'émotion, le sentiment, le lien, et en même temps l'échange. Oui. Donc je crois que c'est intéressant de rappeler tout ça. Alors, la réflexion sur l'intégration nous permet, comme le rappelle un autre grand sociologue allemand, Norbert Elias, comment une multitude d'individus forme quelque chose d'autre que la réunion d'une multitude de ces individus, isolés. Ils font société. Alors, ce que disait Elias il y a maintenant de nombreuses années, puisqu'il est décédé, il disait que la civilisation occidentale, mais on voit bien que ça se passe ailleurs, fait apparaître une intégration des hommes toujours plus large et plus intense. C'est ce qu'on évoquait. Alors, quid d'aujourd'hui, mais on voit bien que c'est les choses. Je reviendrai là-dessus. Donc, les individus sont donc reliés les uns aux autres par des chaînes de dépendance réciproque,
Ça peut être la classe, ça peut être le métier, ça peut être le village, la ville, la nation. Hein. Et ce qui est intéressant aussi là, dans cette analyse de l'intégration, c'est de voir aussi les transgressions. Analyser les transgressions, les phénomènes de marginalisation, d'exclusion, qui continuent aussi à contribuer à réfléchir sur le processus d'intégration et à ses modalités de l'intégration. Donc vous voyez bien qu'il y a une dialectique entre intégration et marginalisation, qui est complexe, tout à fait complexe. Donc il importe d'étudier ces choses d'intégration, ces différents, le processus et ses dimensions, mais dans son contexte. Et là, évidemment, on ne peut pas réfléchir sur l'intégration en France comme on peut réfléchir totalement sur la réflexion aux États-Unis ou à Madagascar, etc. Parce que chaque société a son histoire, elle est le produit de relations, d'une histoire, de sa structure sociale, de sa culture, etc. Et bien sûr, donc, pour les sociologues et les anthropologues, la notion d'intégration désigne les processus par lesquels les individus participent à la société globale par l'activité professionnelle, l'apprentissage des normes de consommation, l'adoption de comportements familiaux et culturels, les échanges avec les autres, la participation aux institutions concernées. Et donc, il renvoie à deux grandes significations, la relation que des individus d'un sous-système à un système plus large, et l'ensemble, une autre acception, l'ensemble d'un système ou de la société. Celle-là, c'est la propriété du groupe. On va parler à ce moment-là de la société nationale. Donc, si je continue, les formes d'intégration, aujourd'hui, on peut dire qu'il y a des intégrations culturelles, c'est-à-dire par les normes, les valeurs, etc., et puis une intégration structurelle, c'est-à-dire par le marché du travail, par l'emploi, etc. Et qu'est-ce qu'on voit ? Les travaux nous montrent qu'il y a différents modèles qui existent. C'est là la complexité du problème de l'intégration. Vous pouvez avoir une intégration structurelle qui s'accompagne d'une intégration culturelle, c'est-à-dire que les deux vont de pair. Et on prend par exemple, en France, il y a eu des travaux sur les Espagnols qui montrent que tout à fait ça s'est passé pour les Espagnols qui sont intégrés à la communauté française, ça s'est passé comme ça. Vous pouvez avoir une intégration culturelle qui s'accompagne parfois d'une faible intégration structurelle. Là, c'est le cas, on voit bien en France, dans notre pays, de certains immigrés d'origine nord-africaine ou africaine qui se retrouvent dans cette situation. Ils sont souvent intégrés culturellement et structurellement, il y a des problèmes d'accès à l'emploi, etc. Donc vous avez cette question-là. Vous avez aussi une intégration culturelle réussie, structurelle réussie, c'est-à-dire que là, les gens ont un emploi, ils sont bien intégrés du point de vue économique et du point de vue de la société, sans qu'ils participent complètement, vous voyez, à l'aspect culturel. Et ça, vous avez des fois des groupes qui sont à la fois intégrés économiquement, mais qui sont culturellement pas totalement, vous voyez, dans le modèle dominant. Et puis, le quatrième modèle n'existe pas, c'est-à-dire le modèle où il n'y a ni intégration structurelle, ni intégration culturelle, puisque aucun être humain, quel qu'il soit, n'est pas intégré quelque part, à sa manière. Vous voyez. Donc, voilà. Alors, tout individu, de toute façon, connaît une forme d'intégration quelconque. Voilà, bien sûr, elle peut être très variée. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut plusieurs indicateurs d'intégration. En ce qui concerne l'intégration, les chercheurs convergent sur certains points, par exemple l'intégration des immigrés dans des sociétés, ou des intégrations de façon plus générale. L'intégration n'est pas un état, mais un processus. On doit parler plus de parcours d'intégration plutôt que de niveau. L'existence de diverses dimensions de l'intégration. Il n'y en a pas qu'une, hein, il y a des intégrations multiples. La question du décalage entre l'intégration structurelle, c'est-à-dire par l'emploi, activité économique, etc., et l'intégration culturelle, qui, comme vous l'avez vu, nourrit des tensions. Et puis,
les conditions de cette intégration sont importantes à voir, et évidemment, il y en a un certain nombre, et les travaux le montrent, l'équité du traitement, la prévention et la répression des propos, des actes discriminatoires, des politiques sociales et éducatives adéquates, l'obtention de la nationalité évidemment, et l'octroi du droit de vote, parfois, pour les immigrés qui viennent d'arriver, au moins pour l'aspect municipal. Pourquoi? Parce qu'on voit bien que aussi l'intégration passe aussi par l'action, par le fait de faire des choses ensemble. Alors, bien sûr, la question qui va se poser ici, c'est jusqu'à quel point les identités, les références culturelles peuvent ou doivent être reconnues dans l'espace politique. C'est la vraie question. C'est jusqu'où on va. Évidemment, parce qu'on peut avoir des valeurs, des comportements qui sont absolument contraires, vous voyez, au modèle dominant. Et vous voyez bien que parfois, on observe cette question. Et donc là, le rôle de l'histoire dans la formation de chaque nation est absolument central. Moi qui ai vécu dans plusieurs pays, évidemment, les modèles d'intégration ne sont pas les mêmes. Le modèle d'intégration à la française est très différent du modèle d'intégration à l'anglo-saxonne. Et c'est normal, puisque ce n'est pas la même histoire, ce n'est pas la même façon de se définir. Quand vous prenez la définition du citoyen en France, elle est politique, elle n'est pas ethnique. Vos différences peuvent être reconnues, mais en tant qu'individu. Et donc, en fait, c'est que la République, elle est indivisible et laïque. Et donc, les individus, évidemment, cette définition est éminemment politique, mais quand vous regardez les États-Unis, ben, vous avez 18 catégories raciales. Et vous êtes obligé de vous définir. Par exemple, le président Obama a été obligé, quand il a été critiqué, parce qu'à un moment donné, dans le recensement, il s'était défini comme noir, et il y a des gens qui ont dit « mais non, il n'est pas noir, il est métis ». Donc vous voyez bien que ça, c'est les effets pervers des catégories d'une certaine façon. Alors je pense que vous voyez bien que là, il faut revenir. Il y a des questions très importantes, parce qu'il y a aussi le rapport à la liberté, à l'égalité. Le modèle français va primer, va mettre de l'avant, bien sûr, la liberté, mais l'égalité des droits est absolument fondamentale, puisque le citoyen est politique. Alors vous prenez un exemple, c'est les casques de motards au Canada pour les Sikhs. Ben, les Sikhs ont refusé le casque au nom de leur religion. Alors évidemment, ça a été contesté jusqu'en Cour suprême. Et en Cour suprême, la Cour suprême a dit bah oui, bah les Sikhs ont droit de ne pas porter de casque. Donc vous voyez bien, là on a privilégié la liberté, mais en même temps au détriment de l'égalité des droits. Ça veut dire qu'en France, ça ne serait pas passé comme ça. La personne aurait été obligée d'apporter un casque, parce que le Sikh est un citoyen comme les autres. Et comme tout citoyen, égalité des droits, vous le protégez contre un accident. Vous voyez bien, parce que si vous n'avez pas de casque, vous risquez d'avoir un accident plus grave. On est d'accord. Et donc vous voyez bien que dans un cas, on va privilégier la liberté, et dans un autre cas, on va privilégier l'égalité. Et je crois que c'est des questions tout à fait centrales. Alors, pour finir, bien sûr, parce qu'il faut finir, hein. Un sage, à un moment donné, il finit. Hein. Et comme disait Socrate, il sait qu'il ne sait rien. Bon. Alors, qu'en est-il pour les organisations? Ah oui, évidemment, c'est au cœur, c'est d'ailleurs la réflexion qu'on a vue au niveau de la société, c'est retrouver au niveau de l'organisation, parce que c'est un collectif à un autre niveau, et c'est les mêmes choses. Comment on va faire collectif dans une organisation? Alors, depuis la réflexion, les débuts de la réflexion au management, depuis Fayol, Follett, Barnard, etc., c'est la question centrale. Hein, c'est la question centrale. La sociologie de l'entreprise l'a posée. Mon ami Renaud Saint-Saulieu avait fait un livre qui s'appelait « L'entreprise, une affaire de société ». Et puis, nous-mêmes, nous avons développé au cours des années un master en management interculturel à Dauphine qui pose cette question, c'est comment on peut faire des collectifs avec des cultures très différentes. Puisque, évidemment, ce qu'a évoqué Bruno, il y a une réalité qui a explosé.
Alors, les organisations, comme on le voit, c'est des acteurs en relation qui mettent en place des structures, une culture, en vue d'atteindre des objectifs. Donc vous voyez bien qu'on est à un niveau organisationnel, on a les mêmes questions qui se posent à un niveau plus large, au niveau de la société. Et donc on retrouve les mêmes éléments. Alors, je vais terminer sur les tensions qu'on observe, liées aux différences et à l'intégration de ces différences. La première tension, c'est la tension universalité des droits, diversité. Et là, vous voyez bien que dans cette première tension, c'est jusqu'où doit-on reconnaître les différences, vous voyez, dans une société. Parce qu'il y a des différences, évidemment, qui peuvent poser problème. Il y a des différences qui ne posent aucun problème, vous voyez, mais à partir du modèle qu'on définit. C'est une vraie question. La deuxième question, c'est la tension égalité-diversité. C'est-à-dire, au nom de l'égalité, doit-on réduire les discriminations observées, mais en faisant des politiques différentes. C'est toute la question de la parité, des quotas, de la discrimination positive et toutes ces choses-là, qui sont très débattues, c'est des vraies questions. La troisième tension, c'est la tension diversité-performance. Alors évidemment, ça intéresse les organisations et les entreprises. Parce que, évidemment, tout le monde vous dit, plus il y a de variété, c'est formidable, plus on va être performant. Pas vraiment. Vous savez, nos travaux montrent que ça peut être vrai. C'est vrai que l'innovation passe par les déviants. Ça, alors là, j'y crois totalement. Je pense qu'il faut encourager les chemins qui ne sont pas explorés. Mais en même temps, c'est pas parce que vous mettez des gens côte à côte différents que ça va fonctionner. C'est pas mécanique, cette affaire. Alors, je vais vous donner l'exemple que vous connaissez tous, et puis comme le football est devenu l'espèce de sport vraiment mondial, d'une certaine façon, moi je donne toujours cet exemple. L'équipe de France de 98, elle était diverse, hein, vous vous rappelez? Elle était très diverse. Ils avaient une équipe formidable, une dynamique formidable, ils ont gagné la Coupe du Monde. En 2010, ils étaient aussi divers. Hein, on avait même les 3 meilleurs buteurs des championnats européens. Ils n'ont pas mis un but. Hein. Donc performance zéro. En plus, on a vu, ça a débordé, etc. Donc dynamique pourrie. Donc dans un cas, vous avez une dynamique très porteuse, et dans un autre, une dynamique pourrie. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'évidemment, le mode de gestion n'a pas été le même. Ce qui est très important, c'est comment on va piloter et gérer les gens. Or, on oublie tous que Aimé Jacquet, vous voyez, je suis ancien footballeur, c'est pour ça que Aimé Jacquet, en 98, n'avait pas sélectionné Cantona. Vous vous rappelez? Cantona, c'était un des meilleurs joueurs du monde, le meilleur joueur du championnat d'Angleterre. Les Anglais ne comprenaient pas qu'on ne l'ait pas sélectionné. Mais pourquoi? Parce que c'était ingérable dans une équipe. Donc ce n'est pas parce que vous avez 11 étoiles que vous allez avoir une équipe. Vous voyez? On le voit tous les jours. Et donc, je crois que c'est en fait comment on va, et là c'est un art subtil, de jouer les qualités complémentaires et de faire en sorte que les gens performent. Et hier soir, je regardais, parce que Monaco se présente contre la Juventus, vous savez, ce soir. C'est en fait le grand rival du débat présidentiel. Hein. Je pense que le débat présidentiel est quand même plus important, mais bon. Mais ce qui était amusant, c'est qu'il y avait tout un reportage sur l'équipe de Monaco, et là on revient à ma question de départ, et la logique communautaire de Weber, c'est qu'il disait, mais vous savez pourquoi ça marche bien à Monaco? C'est parce qu'ils s'aiment. Ils s'aiment les joueurs entre eux. Vous voyez? Et donc, vous voyez bien, on revient aux questions que je vous ai évoquées, c'est-à-dire qu'ils ont une véritable sentiment les uns vis-à-vis des autres, et ils sont très solidaires, et donc du coup, ils sont meilleurs que ceux qui alignent vous voyez, des intérêts froids, mais en même temps, il leur manque l'essentiel, qui est l'amitié entre les... Voilà. Alors, pour terminer, je termine en conclusion. Donc, vous voyez, la question de l'intégration, il faut se méfier des sages. Hein. De la cohésion sociale, de l'harmonie sociale, c'est une vieille question. Parce que c'est la question du lien et comment on fait société.
Et cette question revient évidemment aujourd'hui nous hanter parce qu'on a des transformations majeures, on a vu mondialisation des échanges, régionalisation des économies, révolution numérique, mouvement migratoire et les effets que cela peut produire dans nos organisations et nos sociétés. Et donc je dirais, pour terminer, comme le rappelait déjà Mauss en 1931, que cette question doit être mise à l'étude, elle l'est, il y a beaucoup de travaux, mais parce que, et à la discussion, parce qu'elle est absolument centrale. Parce que derrière tout cela, si on ne le fait pas, les fractures, les tensions, etc., si on ne les analyse pas finement, peuvent poser des problèmes dans les contextes contemporains. Donc, pour finir, je voudrais vous dire merci. Misa Otra, ah, c'est ça? Misa Otra. Je dirais notre intégration à la communauté malgache. Voilà, merci. Excellence, Monsieur le Président de la République de Madagascar, Mesdames et Messieurs les ministres, Madame l'ambassadeur de France, Madame la Présidente d'Atlas AFMI, Monsieur le Président de l'INSCAE, Monsieur le Directeur Général de l'INSCAE, cher Victor, cher Professeur Aman, Mesdames et Messieurs, au moment où, à la faveur d'une amélioration de l'environnement des affaires, l'intégration de Madagascar sur les marchés mondiaux est en train de se développer, le thème de notre conférence ne pouvait pas être mieux choisi. Je voudrais donc tout d'abord, chère Madame Merofer et cher Victor, vous rendre hommage, ainsi qu'à vos brillantes équipes de professeurs et de chercheurs, l'hommage qu'ils méritent, et en même temps vous remercier de l'opportunité que vous nous offrez. Comme le fait observer M. Éric Millot, vice-président d'Atlas AFMI, dans une de ses récentes publications, la notion d'intégration économique revêt différentes formes et elle concerne toutes les fonctions de l'entreprise. Le groupe Socotar que je dirige a été confronté au cours de ces dernières années à une profonde transformation au cours de laquelle cette notion d'intégration a été présente dans nos décisions de stratégie, s'agissant principalement d'intégration industrielle verticale et horizontale, d'intégration sur les marchés internationaux par des politiques de marketing et de produits, et enfin d'intégration dans notre environnement humain et naturel. C'est de cela que je vais vous parler aujourd'hui, en focalisant mon propos sur la façon dont nous avons forgé la compétitivité internationale de notre filiale textile sur un des marchés les plus vastes et les plus concurrencés de la planète. Mais il convient de rappeler tout d'abord que nous étions à l'origine, au lendemain de l'indépendance de Madagascar, un complexe textile intégré verticalement depuis la culture du coton jusqu'à la fabrication de tissus vendus au mètre sur notre marché intérieur. Nous détenions à la fin des années 70 60% de part de ce marché. C'est cette intégration qui est à l'origine du développement de l'industrie textile à Madagascar à travers le transfert d'un savoir-faire industriel et d'une production à valeur ajoutée. Mais deux événements vitaux vont changer le cours de notre histoire. Il s'agit d'une part de la nationalisation de notre entreprise en 1976 et d'autre part de la perte intégrale de notre marché intérieur après notre reprivatisation en 1989. Ceci par suite de l'inondation de ce marché par des friperies et des fins de série importées frauduleusement de toutes parts. C'est l'époque où nos trois concurrents, dévastés comme nous, vont déposer leur bilan, mais il n'était pas question pour Socota ni de baisser les bras, ni de livrer à son sort un personnel qui comptait une multitude d'employés ayant servi notre entreprise de père en fils. L'expérience de l'Asie nous avait appris que face à un marché intérieur de faible pouvoir d'achat, l'exportation était dans un premier temps
la seule voie qui permette de recréer de la valeur et des emplois. C'est ainsi que nous allons décider de relever le défi de notre intégration sur les marchés mondiaux en portant haut l'image du Vita Malagasy. Parallèlement, nous allons diversifier géographiquement et sectoriellement pour être ce que nous sommes aujourd'hui, à savoir un groupe agro-industriel présent dans 3 pays et 4 cœurs de métier. En France, où nous sommes devenus le numéro 1 de la distribution des produits de la mer et d'eau douce, en effet, nous commercialisons annuellement depuis Rungis, avec un effectif de 450 employés, environ 35 000 tonnes de produits en 350 espèces différentes, importées de toutes les régions du monde. À Maurice, où nous faisons nos premiers pas dans la recherche et le développement des biotechnologies axées sur les besoins de l'industrie pharmaceutique et celle des produits cosmétiques. Et bien entendu, à Madagascar, où Sokota est né et enraciné depuis près d'un siècle, où nous sommes actifs dans l'industrie du textile et de l'habillement, l'élevage biologique de crevettes et l'agriculture. Nous employons localement 8000 personnes, et sachant que dans nos métiers, un emploi direct génère un emploi indirect, et qu'un salaire à Madagascar nourrit 5 à 6 bouches et parfois davantage, on peut estimer que notre activité a un impact sur la vie de plus de 100 000 personnes, principalement dans la région d'Antsirabe. Antsirabe qui est appelée à être la 2e ville du pays, si elle ne l'est pas déjà. Pour relever ce défi, nous nous sommes appuyés sur les traités commerciaux et le statut de PMA qui permettent aux produits malgaches d'accéder sans quota et sans droit de douane sur les principaux marchés de la planète. Il s'agit principalement de la SADC, de l'Union européenne, des USA, sans oublier la Chine, où nos ventes sont en croissance. Ceci pour souligner en passant que nos ventes à la principale puissance industrielle textile de la planète est la meilleure preuve de la compétitivité internationale de Madagascar, qui se situe aujourd'hui mondialement parmi les pays les mieux placés dans le secteur des industries de transformation intensive en main-d'œuvre. Notre plan, inspiré par une vision à long terme, impliquait d'une part que nous intégrions en aval de notre chaîne de production une unité de fabrication de vêtements. D'autre part, que nous puissions acquérir le savoir-faire du marketing et du design grâce à une antenne que nous avons installée à Paris, Paris qui est, comme chacun le sait, l'un des tout premiers centres mondiaux de la mode vestimentaire. Cette antenne nous a permis d'anticiper l'évolution de nos marchés et de mieux saisir les préférences de nos clients. Mais face à la percée des pays asiatiques sur les marchés de l'exportation, après le démantèlement de l'accord multifibres et l'adhésion de la Chine à l'Organisation mondiale du commerce en 2001, nous avions compris que c'est sur les segments des produits différenciés de gamme moyenne que nous devions nous positionner. Il fallait à cet effet mettre en place un service à la hauteur des exigences des grands noms de la distribution mondiale. Nous allons ainsi nous mettre au travail, produire un service client irréprochable à un niveau d'excellence tel qu'il soit difficilement imitable. L'objectif était d'en faire un facteur déterminant de notre compétitivité, avec le souci de l'enrichir continuellement avec des améliorations et des idées nouvelles de nature à faciliter la vie de nos clients. C'est cet objectif qui s'inscrivait dans le cadre de notre stratégie d'intégration verticale qui a permis à Sokota de se hisser au rang des fournisseurs de produits clés en main, ODM, ce qui signifie Original Design Manufacturing, par opposition au travail à façon. Une pareille ambition ne pouvait pas être atteinte sans l'alignement de tous nos employés sur la satisfaction de nos clients et sans leur motivation à donner à chaque instant le meilleur d'eux-mêmes. Cette motivation existait déjà grâce à un riche héritage de valeurs, à cette résilience qui fait partie de notre ADN et à cette extraordinaire capacité que peut avoir l'être humain à s'identifier sans limite à une entreprise lorsqu'il a confiance dans ceux qui la dirigent et lorsqu'il l'aperçoit comme un facteur de progrès pour lui-même
et pour les communautés dont il est issu. Ces valeurs n'avaient pas été formalisées jusque-là, et afin de tenir compte de l'avis de tout notre personnel, nous allons nous livrer à une large consultation des quelques 4000 cadres et employés que nous étions à l'époque pour élaborer une charte des valeurs gravée dans le marbre qui est devenue, pour ainsi dire, notre boussole éthique. Au fond, nous nous sommes inspirés de l'exemple de certains pays d'Asie, comme le Japon ou la Corée du Sud, où cette motivation collective fut également un atout de compétitivité internationale et un facteur de succès dans leur phase de décollage économique. Cette charte met en avant des valeurs humaines essentielles telles que l'intégrité, la transparence, la méritocratie, la responsabilité au sens anglo-saxon d'accountability, mais aussi nos engagements en ce qui concerne la compatibilité de nos décisions avec l'intérêt général et le respect des lois, le respect de notre environnement humain, le respect de notre environnement naturel, en particulier en ce qui concerne la réduction de notre empreinte carbone et le traitement et le recyclage de nos eaux usées, le respect de notre diversité humaine et de la richesse qu'elle constitue, l'ouverture, la curiosité et la volonté de progrès en tant que garant de notre pérennité et au cœur de tous ces engagements, la satisfaction de nos clients dont nous avons fait notre raison d'être. Ces valeurs font partie aujourd'hui de notre vie quotidienne. C'est parce que ce quota a la chance d'être entouré par des cadres dirigeants et un collège de femmes et hommes qui inspirent le respect de ces valeurs par l'exemple visible qu'ils donnent au personnel dont ils ont la charge, que ces valeurs vivent. Certains d'entre eux sont parmi nous aujourd'hui et je tiens à leur rendre l'hommage qu'ils méritent devant vous. Notre politique de développement de notre capital humain découle de cette charte dans la mesure où nous sommes attentifs à nos conditions de travail et de sécurité qui se comparent aux meilleurs standards de notre profession. Nous veillons sur la santé de nos employés et de leurs familles grâce à des soins gratuits prodigués dans un centre médical souvent cité en exemple. Nous sommes attentifs à leur alimentation servie dans des espaces de restauration de qualité. Nous veillons tout aussi attentivement dans un centre de formation interne à la formation et au relèvement continuel de leurs compétences ainsi qu'à l'évolution de leur carrière. Mais toutes ces actions destinées à renforcer leur sentiment d'appartenance et leur motivation auraient été incomplètes sans l'attention portée également aux communautés humaines qui nous entourent et dont est issue la grande majorité d'entre eux. Nous le faisons à travers des projets sociaux tournés vers l'aide aux plus démunis. Je citerai par exemple le projet d'intervention chirurgicale que nous avons mené récemment avec Mercy Ship et qui a changé la vie de 150 handicapés dans la ville d'Antsirabe. Je citerai aussi le projet d'initiation à l'informatique et au français et à l'anglais destiné aux enfants de nos 8000 employés. Encore un exemple parmi d'autres, exemple parmi d'autres de notre volonté de nous comporter comme un citoyen responsable de sa cité. Nous intervenons avec notre brigade de pompiers pour éteindre gratuitement les incendies chaque fois que nous sommes appelés à l'aide dans la ville d'Antsirabe et de ses environs. Il s'agit là du lien social et de l'idée du vivre ensemble au sens du sociologue Émile Durkheim que soulignent les professeurs Lemaire et Hamann, dans leur note de présentation à cette conférence. Mais il s'agit aussi du souci de ce quota de se positionner comme un acteur du progrès et du développement dans son pays. Les résultats de cet investissement humain sont là. Nous enregistrons en 2016, pour la 6e année consécutive, une croissance à 2 chiffres. Par ailleurs, dirigée par une femme, parité des genres oblige, notre filiale textile est en cours de doublement de sa capacité de production à l'horizon 2020. Nous atteindrons alors un effectif de 10 000 personnes, qui fait partie de mes engagements, Monsieur le Président, à votre égard. Et à ce moment-là, nous allons rentrer dans le club des grandes entreprises internationales de notre secteur. J'ajouterai qu'au-delà de ces 3 choix d'intégration que je viens d'évoquer, nous voyons se profiler très rapidement un 4e.
Il s'agit de notre intégration dans la nouvelle économie de services et d'innovation, drivée par la révolution digitale. C'est pour mieux nous préparer que nous avons décidé, dans ce contexte, la création, avec l'assistance d'une grande école de management française, d'une mini-université interne à Sokota que nous avons baptisée The Talent Factory. Elle a pour objectif de développer un écosystème de savoir, d'innovation et de talent adapté à notre culture locale, mais aussi aux exigences d'un monde en profonde transformation. Monsieur le Président de la République, Excellences, Mesdames et Messieurs, de toutes ces formes d'intégration qui ont permis à notre groupe de se réinventer, il ne vous a pas échappé que c'est notre intégration dans notre environnement humain qui a fait la différence. Ce n'est pas surprenant, car il s'agit de la vie de femmes et d'hommes au travail et du sens qu'ils veulent donner à leur existence. Mais il s'agit aussi de développement, un développement qui n'a de sens dans un pays comme le nôtre que si l'entreprise contribue à l'amélioration du sort des plus démunis. J'espère qu'en tant que fils adoptif de ce pays qui se dit Zanatan en malgache, je vous aurai convaincu que plus que jamais, tous les espoirs sont permis à Madagascar et ce ne sont certainement pas les opportunités qui manquent. C'est ce message que je voulais porter devant vous aujourd'hui. Je vous remercie de votre aimable attention. Mesdames et messieurs, il me revient donc de présenter la figure du messager du prince. Ce n'est pas une mince affaire, mais si on réfléchit au rôle de l'ambassadeur par rapport à l'intégration, comme finalement celui du marchand, lorsqu'il y a désintégration, il ne peut pas y avoir d'ambassadeur, comme il ne peut pas y avoir de marchand. Et lorsqu'il y a intégration totale, il n'y a pas d'ambassadeur non plus, mais il reste des marchands en revanche. Ça signifie que puisque vous êtes devant un ambassadeur, nous sommes dans un processus. Vous disiez d'ailleurs l'intégration, c'est un processus. Notre rôle d'ambassadeur, c'est d'accompagner ce processus vers son accomplissement. Et comme nous sommes des représentants des États, c'est au niveau des États aujourd'hui que se construit la grande discipline collective d'intégration chapeautée par l'Organisation des Nations Unies. Et l'État, dans son rôle dans l'intégration, est double. Il participe d'abord à la mise en place d'un cadre normatif universel, mais en même temps, il défend les intérêts nationaux des groupes sociaux dont il a la charge. Et le diplomate se trouve finalement dans cette situation intermédiaire, à la fois artisan de l'intégration et défenseur des intérêts de son État. C'est donc la position ambiguë, difficile, dans laquelle je me trouve aujourd'hui à Madagascar, pas si difficile à vrai dire, mais qui est la promotion des échanges entre la France et Madagascar, et en même temps la promotion des intérêts de mon pays, la France. Or ici, peut-être plus qu'ailleurs, ces deux ambitions se rejoignent. L'intérêt de la France est naturellement l'intégration plus grande de Madagascar à son espace et à son environnement. La France est liée par un très grand nombre d'accords, elle est respectueuse du droit, elle est respectueuse de la souveraineté de ses partenaires et elle ne peut renforcer ses liens, en particulier commerciaux d'ailleurs, que si ses partenaires partagent les mêmes engagements. C'est pourquoi c'est en l'intérêt de la France d'accompagner Madagascar sur la voie d'une plus grande intégration au système mondial. Et cet accompagnement, il revêt plusieurs formes. D'abord, nous accompagnons, nous soutenons Madagascar dans l'intégration à son environnement régional parce que nous sommes le premier voisin de Madagascar dans la région et qu'il y a une forte demande de Mayotte et de la Réunion de renforcer ces liens et un intérêt évident à le faire. À travers la Commission de l'océan Indien, où Madagascar joue un rôle très très actif, à travers des accords comme celui qui vient d'être conclu et qu'on espère voir prospérer entre Air Madagascar et Air Austral, qui est fondamental pour la connectivité régionale.
Nous accompagnons aussi Madagascar dans la connexion à son environnement africain, à son environnement mondial, et on anticipe, on a eu récemment l'exemple dans le dialogue politique avec l'Union européenne, une activité beaucoup plus forte dans les prochains mois de Madagascar sur la scène mondiale, à l'Organisation des Nations Unies, dans le cadre de la SADC, de la COMESA. C'est une marque du retour de Madagascar après des années de crise, et la France s'en réjouit pour les raisons que je viens d'évoquer. Mais notre rôle ici, le rôle de l'ambassadeur, c'est aussi d'aider, de poursuivre l'échange sur l'environnement culturel. Et on a vu le très grand succès du sommet de la francophonie à Madagascar, le fait que nous soyons liés aujourd'hui au sein de cet espace francophone est une ouverture décisive à la fois pour la France, pour tout l'espace francophone que vous représentez aujourd'hui. Et vous savez, Monsieur le Président de la République, que dans ce mouvement d'intégration, pour replacer Madagascar sur la scène du monde, la France a toujours et continuera d'être à vos côtés. Toutefois, ce mouvement d'intégration peut se faire de différentes façons. Madagascar pourrait être l'acteur de son intégration, et elle peut aussi en être la victime si elle ne se structure pas suffisamment. C'est pourquoi dans ma mission, il m'a été clairement dit que tout l'appareil de coopération dont dispose la France ici, qu'il s'agisse de l'Agence française de développement, du service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade, de l'ensemble des ONG qui travaillent ici, nous devions mobiliser nos efforts pour consolider l'administration malgache, les structures de l'État, parce que dans ce mouvement d'intégration, il faut être fort pour pouvoir... vous nous avez expliqué, professeur, les différentes possibilités d'intégration. Il y a l'intégration avec les sentiments, il y a l'intégration avec les contrats, mais dans cette intégration politique où Madagascar joue sa part, il faut être fort pour ne pas être victime de la façon dont on s'insère dans la politique et le commerce international. Et c'est un volet important de ma mission. Madagascar a connu des avancées démocratiques décisives avec l'élection d'un gouvernement, une élection universellement reconnue, mais il reste encore, et les principaux, pas seulement la France, mais les principaux bailleurs qui sont de retour ici à Madagascar sont tous mobilisés à la fois pour améliorer le climat des affaires, puisqu'on sait que les entrepreneurs sont les acteurs majeurs de cette intégration et qu'ils doivent pouvoir travailler dans de bonnes conditions, pour lutter contre la corruption, pour protéger essentiellement les ressources de l'île et lui donner la garantie de tirer le meilleur parti de ces échanges. La France est aux côtés de l'administration malgache, de la justice, de la fiscalité, et comme les autres bailleurs, elle est très, très active dans ce domaine, parce qu'on sait bien que quand on a les moyens de se défendre, on arrive plus facilement à s'intégrer. C'est vrai pour les sociétés humaines, vous l'avez dit, ceux qui arrivent de l'extérieur et qui ont le bagage nécessaire s'intègrent beaucoup mieux que ceux qui arrivent sans bagage. Et c'est le dernier point sur lequel je voudrais insister, sur cette intégration, très modestement, c'est que cette force de Madagascar, nous essayons de l'accompagner en aidant, par exemple, les structures éducatives, l'enseignement, et cette magnifique école montre que Madagascar est à la pointe dans ce domaine-là, et en particulier sur cette école de management dont on me dit que c'est la meilleure d'Afrique, n'est-ce pas? C'est ça? J'ai bien entendu. C'est très encourageant, et félicitations à tous ceux qui en ont la responsabilité. Mais le message que je voudrais vous délivrer, c'est que
au-delà de tout ce que nous faisons sur les structures, sur l'éducation, quand on apprend à connaître un peu mieux ce pays, on s'aperçoit de sa très grande originalité. Et cette originalité, il faudrait qu'il soit suffisamment structuré pour l'apporter au monde. Parce que quand on s'intègre dans un ensemble préétabli, ce n'est pas pour se conformer à toutes ces règles, c'est aussi pour enrichir et apporter à la communauté que l'on rejoint ses propres qualités. Et de ce point de vue-là, Madagascar a beaucoup à apporter et nous sommes tout à fait prêts aussi à l'aider à être plus forte dans son identité et dans sa culture, parce que, comme vous le savez aussi, la France en fait partie d'une certaine manière de l'histoire de Madagascar, de son identité et de sa culture. Et c'est cette façon réconciliée d'analyser l'histoire et d'analyser l'avenir que ma mission tente d'apporter aujourd'hui. Voilà, mesdames et messieurs, rapidement résumé, le rôle d'un ambassadeur dans l'intégration, expliquer Madagascar à la France, expliquer la France à Madagascar et essayer de trouver la synthèse de ce qui pourra être dans l'intérêt commun pour rendre plus forts les uns et les autres. Merci, Madame l'ambassadeur, et nous allons maintenant avoir une intervention, l'honneur d'avoir une intervention de Son Excellence, Monsieur le Président de la République. Mesdames et messieurs, je voudrais tout d'abord vous dire Tungashu, bienvenue à Antananarivo, la ville des mille, comme on l'appelle. Ensuite, je souhaiterais vous dire merci. Merci d'avoir choisi notre belle capitale dans ces presque nouveaux locaux de l'INSCAE pour tenir la 7e conférence annuelle de l'Association francophone du management international, Atlas FMI, sous le thème « Combien, je dirais dans l'air du temps, les défis managériaux de l'intégration à l'international ». Le terme intégration a été mis à toutes les sauces, parfois galvaudé. Cette conférence annuelle d'Atlas FMI nous permettra, je l'espère, de lui restituer ses lettres de noblesse. Je voudrais remercier Monsieur le Directeur Général d'avoir rappelé que j'ai été, et je reste encore dans mon esprit, un professeur de consolidation des états financiers. Et finalement, sur place, j'ai dit, mais ça cadre bien au thème, avec le thème. Parce que lorsqu'on enseigne la consolidation des états financiers, dans les techniques de consolidation, on parle d'intégration globale, on parle d'intégration proportionnelle, et on parlait même d'une impossibilité de faire la consolidation. C'est-à-dire que l'intégration n'est pas toujours nécessairement possible. Il y a des conditions nécessaires pour être dans cette intégration, qu'elle soit proportionnelle ou globale. Je suis convaincu que pendant 3 jours, des agents économiques, des marchands, des femmes et des hommes d'affaires, mais aussi des enseignants, chercheurs de Madagascar, débattront ce thème avec des sommités scientifiques venant des 4 coins du monde. En économie, comme vous le savez, l'intégration est définie comme cette stratégie de regroupement d'activités. Ici donc, regroupement à l'international, afin de maîtriser le savoir-faire technique, commercial ou financier pour accroître la productivité et bénéficier d'effets de synergie. Mais les défis pour y arriver sont énormes. Je note ce que vous avez relevé, que l'environnement international se caractérise par la libéralisation des échanges et le décloisonnement des marchés nationaux. Toutefois, laissez-moi vous apporter un regard croisé pour vous dire que ce n'est pas si évident que cela. C'est le politique qui parle, politique au sens noble du terme. Certains regards sont nécessaires aujourd'hui pour dire que certains grands États sont tentés de faire le chemin inverse, pour ne pas dire se replier sur eux-mêmes. Ainsi, en est-il en Europe
du Brexit. Une autre illustration, peut-être, parce que Madame l'ambassadeur parlait de Madagascar, nous l'apprécions beaucoup, je me permettrai d'apporter quelques regards croisés aussi sur ce qui se passe en France, parce qu'on s'intéresse beaucoup aussi à ce qui se passe en France, que ce soit du football ou de la politique. En fait, aujourd'hui, l'attention du monde est focalisée sur le deuxième tour de l'élection présidentielle en France. Les observateurs les plus avertis analysent cette élection comme une guerre entre deux philosophies diamétralement opposées. L'extrême protectionnisme économique, matérialisé par un retour à une monnaie nationale et à la sortie de l'Union européenne, pour l'une, et contre l'intégration de mesures à la fois de gauche et de droite, axées sur une ligne pro-européenne et mondialiste pour l'autre. Voilà ce qui se passe à l'extérieur. Je voudrais vous donner quelques points de repère néanmoins concernant Madagascar. Madagascar est conscient de ce que son développement économique ne peut se faire sans l'intégration à l'international. Il suffit de se tourner sur notre histoire récente pour en être convaincu. Madagascar, depuis son indépendance en 1960, a été secoué par des crises politiques cycliques et qui ont entravé durement son développement économique. Le pays a été souvent mis au banc de la communauté internationale. En 2013, le peuple malgache a dit massivement non à cette exclusion du concert des nations en réalisant des élections. Les Malgaches ont décidé d'opter pour la stabilité, alors que 9 personnes sur 10 étaient tombées sous le seuil de la pauvreté et de l'extrême pauvreté, avec un revenu de $1 ou moins par jour. À la suite de ces élections, le plus dur, je dois vous le dire, c'est de reconstruire, ou de construire tout court. Nous devions d'abord relever 2 principaux défis, à la fois politiques et économiques. Tout d'abord, consolider la stabilité politique. C'est une condition cardinale de la mise en œuvre du plan de développement et de l'intégration à l'international. Deuxièmement, regagner la confiance de nos partenaires institutionnels, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, les bailleurs de fonds traditionnels, mais aussi et surtout les investisseurs privés, le secteur privé en général, qui est pour nous la pierre angulaire du développement. Je voudrais vous dire que ce sont des défis importants de l'intégration à l'international. Pour cela, il a fallu lever les sanctions qui frappaient notre pays. Et ce n'est que depuis 10 mois à peu près que nous avons conclu avec le Fonds monétaire international la FEC, ou Facilité élargie de crédit, qui est la porte d'entrée qu'attendaient les investisseurs et bailleurs de fonds pour venir. La conférence des bailleurs de fonds et des investisseurs a pu se tenir à Paris en décembre dernier. C'est aussi un autre défi. Et les projets d'investissement se mettent actuellement et progressivement en route. Nous nous attelons à la mise en œuvre du plan national de développement dans l'objectif d'avoir une croissance soutenue. Et je le dis, nous le disons sans embâche, nous reconnaissons que notre développement économique ne peut se faire sans l'intégration à l'international. Monsieur Salim Ismaël le disait tout à l'heure, on est dans le cadre d'un marché à trop faible revenu. On ne peut pas se développer avec ce marché. Il faut d'abord développer ce marché. Intégration à l'international peut signifier intégration au régional. On parlait de la Commission de l'océan Indien. Ça peut être une intégration continentale, l'Afrique, qui est un grand marché, avec 54 pays, ou tout simplement et carrément l'international. Il ne faudrait pas oublier, en parlant d'Afrique, que cette Afrique fait face aussi à ce défi de l'intégration internationale. Car
elle ne participe qu'à un niveau de 3% aux échanges internationaux. Et aujourd'hui, pour pouvoir réaliser cette intégration à l'international, on parle d'une Afrique qui doit se transformer. Donc c'est un processus. On a besoin de temps. Le temps est nécessaire pour réaliser ce processus transformationnel. Ce sont pour ces raisons que Madagascar est membre actif de diverses organisations régionales, telles que la Commission de l'Océan Indien, le COMESA ou encore la SADC, et a conclu des accords commerciaux avec l'Union européenne et les États-Unis, entre autres. Lentement, mais avec ténacité, Madagascar construit son bonhomme de chemin sur le plan international. Ainsi, notre pays a eu l'honneur de recevoir, l'année dernière, le sommet du COMESA en octobre, le 16e sommet de l'Organisation internationale de la francophonie, qui compte 80 pays, et ainsi, nous avons tenu aussi diverses conférences internationales tout aussi importantes et prestigieuses, dont celle aujourd'hui de la 7e conférence annuelle Atlas FMI. Sur le plan macroéconomique, je voudrais vous dire que si les exportations de Madagascar étaient jusqu'ici essentiellement constituées par les produits de rente, café, le cacao, vanille, elles tendent aujourd'hui à se diversifier. Et tout ça dans cet esprit d'intégration internationale. Tout d'abord, les produits manufacturés, le textile en particulier, progressent de façon encourageante, malgré une rude concurrence mondiale. Par la suite, le secteur des services, le consulting, outsourcing, call center, etc., est en plein essor grâce au savoir-faire national et aux technologies d'information et de communication. Enfin, entre autres, les produits miniers et pétroliers honoreront davantage leur part de marché au niveau international. Donc, les exportations de Madagascar ne sont plus orientées vers les marchés du Nord. Les entreprises malgaches commencent à attaquer les marchés africains et chinois, comme en témoignait tout à l'heure l'intervention de M. Salim Ismaël. Mais dans le cadre de cette intégration internationale, deux autres secteurs me semblent tout à fait importants et qui devraient attirer notre attention. C'est l'agriculture, qui emploie environ 75% de la population malgache. Cette agriculture qui aujourd'hui est relativement archaïque, vivrière, nous allons devoir la mener vers une agriculture marchande. C'est un défi. Les marchés sont là, marché de l'océan Indien, marché régional au niveau africain, donc c'est un défi. Ensuite, avec nos 5000 kilomètres de côte, notre biodiversité, notre hospitalité et le concept Ilvani, le tourisme constitue un axe stratégique à développer. Mesdames et messieurs, l'intégration à l'international comprend plusieurs aspects, mais on les a déjà développés tout à l'heure, on a beaucoup apprécié cela, mais je voudrais vous dire que l'intégration internationale engage d'abord le pays, ses dirigeants, sa population, engage le pays à une transformation interne, locale, nationale, à restructurer ses modes de production, à développer plus de place dans la chaîne de valeur mondiale, à développer les domaines techniques, technologiques et infrastructures, développer la connectivité comme on l'appelle aujourd'hui. Tout cela afin de pouvoir respecter les normes et les standards de qualité et quantité exigés par l'intégration. Ce n'est pas facile. Ce sont de grands défis à relever, sans parler, et j'insiste sur cela, sans parler du défi de la langue et de la culture. Il me semble que c'est le plus important. Il faut qu'on soit prêt, il faut transformer la culture, il faut transformer au niveau des ressources humaines. C'était, je crois, la condition nécessaire
pour que le groupe Cotona-Socota ait pu réussir. L'aspect managérial est un aspect important de l'intégration internationale. Il comprend la formation des élites et je suis convaincu que vous qui participez à cette conférence déteniez un rôle crucial à ce propos. La présente conférence organisée selon une formule mixte, table ronde, atelier de communication scientifique, atelier études de cas pédagogiques, atelier doctoral, arrive, me semble-t-il, à point nommé. Je suis convaincu qu'à travers l'échange d'expériences variées d'un pays à un autre et le partage de connaissances scientifiques, il y aura un enrichissement mutuel entre les participants, à savoir les agents, opérateurs économiques et les enseignants-chercheurs. Et ce qu'a démontré déjà au départ, monsieur le professeur Lesage, en prononçant quelques mots malgaches que nous apprécions beaucoup, est déjà une démarche forte vers l'intégration culturelle. Et on vous remercie pour cela. Je me réjouis également de la participation des nationaux, non seulement au niveau de l'organisation, mais aussi aux différents ateliers tables rondes. L'ISCAE est donc appelé à dynamiser la relation entre le milieu économique et le milieu académique pour capitaliser et valoriser les acquis de cette conférence. Pour terminer, je réitère mes remerciements à Atlas FMI d'avoir choisi Antananarive pour accueillir sa 7e conférence et d'avoir pu attirer autant de participants prestigieux. Que la sagesse vous guide. Quelle sagesse! Mais moi, une des plus grandes que je sais en tant que chrétien, c'est la sagesse que le roi Salomon a demandé à Dieu. C'est la sagesse de pouvoir juger, discerner ce qui est bien, ce qui est mal, bon, pas bon. Et je pense que c'est ça qui est important. Il faut que cette démarche d'intégration s'intègre dans cette sagesse de considérer la culture, de considérer les intérêts des uns et des autres. Et c'est sur cela que je déclare ouverte la 7e conférence Atlas FMI sur le thème « Les défis managériaux de l'intégration internationale », tout en vous souhaitant excellente conférence et bon séjour en terre malgache. Je vous remercie de votre aimable attention.